jusqu'à midi, les États-Unis ont infligé des dégâts monumentaux aux sites nucléaires iraniens. Donald Trump parle de destruction totale, beaucoup de questions encore. Ce matin, quelle a été l'efficacité réelle de l'opération? À quelle riposte iranienne faut-il s'attendre? Et quel est vraiment l'objectif de ces opérations? Donald Trump évoque hier soir un changement de régime à Téhéran. Voilà pour le programme. Tout de suite, il est 10h et c'est le journal avec Rosine Dubois. Bonjour Rosine. Bonjour Julie, bonjour à tous. Plusieurs régions d'Israël sont en alerte à l'heure où on parle à l'approche de nouveaux missiles iraniens, alors que l'armée israélienne poursuit ses frappes en Iran au lendemain de l'intervention américaine. Elle dit avoir visé des sites militaires, des aérodromes notamment, des sites de lancement de missiles ou encore des radars. L'objectif, on le comprend, c'est d'affaiblir la défense antiaérienne. Alors quels moyens de riposte reste-t-il à Téhéran? C'est toute la question ce matin. Donald Trump, lui, se félicite que ces bombardiers aient infligé des dégâts monumentaux aux sites nucléaires. Destruction totale est l'expression qui convient, dit-il, en plein dans le mille. On va le retrouver, Jeanne Daudet, envoyé spécial de BFM TV à Washington. Jeanne, le président iranien qui commence même à évoquer un changement de régime en Iran. Oui, le président américain s'est exprimé sur Truth Social, son réseau, vers 23h heure française. Il n'est pas politiquement correct, dit-il, d'utiliser le terme changement de régime. Mais si le régime iranien actuel n'est pas en mesure de rendre l'Iran à nouveau grand, pour paraphraser une de ses formules, pourquoi n'y aurait-il pas un changement de régime? Alors, même si Donald Trump ne parle pas spécifiquement des États-Unis qui s'impliqueraient dans un changement de régime en Iran, c'est vrai que ça tranche avec des précédentes déclarations au sein même de son administration. Le vice-président, par exemple, J.D. Vance, expliquait un peu plus tôt: nous ne voulons pas d'un changement de régime, nous ne voulons pas faire traîner les choses, nous voulons mettre fin au programme nucléaire. Même son cloche très ferme du côté du secrétaire à la défense Pete Hegseth, qui expliquait dimanche matin cette mission n'était pas et n'a pas été un changement de régime. Une déclaration donc du président américain qui a quelque peu surpris ici aux États-Unis, notamment dans son camp républicain, où déjà quelques voix s'élèvent pour dénoncer ces frappes américaines en Iran. Certains jugent tout simplement que ce n'était pas le combat des États-Unis. Merci beaucoup, Jeanne. Jeanne avec Tanguy Tripoire, envoyé spécial de BFM TV. L'Iran promet des représailles, évidemment. Mettons garde les États-Unis contre de lourdes conséquences intelligibles. C'est ce que dit Rougradi ce matin. Il pourrait s'en prendre aux bases militaires américaines dans la région. Ce sont quand même 40 000 soldats qui sont stationnés là-bas. Les États-Unis qui appellent d'ailleurs leurs ressortissants dans le monde entier à faire preuve d'une vigilance accrue, alors que le chef de la diplomatie iranienne est à Moscou pour des consultations, je cite, d'une grande importance. Justement, quelle chance pour la diplomatie dans tout ça? La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni ont demandé à l'Iran de ne pas entreprendre d'autres actions susceptibles de déstabiliser la région. Hier, il y a eu un conseil de défense à l'Elysée. Emmanuel Macron a exhorté à éviter une escalade incontrôlée. Alors que l'Elysée, justement, organise enfin, si on peut dire, le rapatriement des Français qui le souhaitent, des avions militaires sont mobilisés, ces fameux A400M, de très gros avions de transport. Un premier vol en provenance d'Israël a atterri à Orly hier soir avec 160 personnes à son bord. Plusieurs autres vols sont également prévus dans les jours à venir. Merci beaucoup Roselyne. En plateau pour en parler, on est avec Patrick Sauce, chef du service international. Bonjour Patrick. Avec Amandine Atalaya du service politique. Bonjour Amandine. Avec Didier Idjadi, vous êtes sociologue universitaire franco-iranien. Bienvenue à vous sur ce plateau. On est avec Amiral Alain Kodelfi. Vous êtes ancien inspecteur général des armées et ancien chef d'état-major adjoint. Bienvenue sur ce plateau. Et Benjamin Pétrouvert, bienvenue à vous, ancien rédacteur en chef à I24 News. Les États-Unis qui assurent avoir, je cite, dévasté le programme nucléaire de l'Iran en bombardant les 3 principaux sites du pays. Washington, qui après plusieurs jours de flou, a finalement décidé de frapper les installations d'uranium de Fordo, de Natanz et d'Ispahan. Et je voulais vous montrer une image. C'est l'image des avions B-2. Ces avions B-2 qui sont donc rentrés à leur base dans le Missouri, c'était hier. Ce sont ces avions-là, que vous voyez là, qui ont largué ces fameuses bombes XXL sur ces 3 sites nucléaires iraniens. Peut-être un mot là-dessus, Amiral Alain Kodelfi. Ces avions-là, ils ne ressemblent finalement à aucun autre avion. Non, c'est des avions de guerre froide, c'est une volant qui nous très très bien, et dont la qualité essentielle est la furtivité. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ils transportent moins de bombes que le fameux B-52, puisque les bombes sont en soute. En revanche, il n'y a aucun appareil externe, c'est véritablement l'aile volante. Et c'est une aile volante, et c'est une conception, c'est ça qui permet à l'avion de réduire son exposition au radar et qui a donc participé au succès de l'opération. Pendant la guerre froide, la furtivité était
terriblement recherché pour après les bombardiers F-117, peut-être des bombardiers tactiques, et cet aile volante, qui dans le format global pour les États-Unis a été réduit à la fin de la guerre froide. Il y avait prévu plus d'une centaine, et ils en ont 19. C'est vraiment assez révolutionnaire, et l'étape suivante, puisque c'est un avion que moi j'ai vu au Kosovo en 1999, donc un avion tout récent, le suivant, qui s'appellera B-21 Raider, lui, profitera des dernières avancées de la technologie. Oui, parce qu'il y a déjà des B-21 qui sont en train d'être testés, le successeur du B-2, et qui sera même produit en plus grand nombre. Mais ces avions-là... En plus grand nombre, je ne sais pas. Un B-2, vous savez que ça coûte le prix de la moitié de Charles de Gaulle. C'est 2 milliards, un B-2. Ouais, c'est 2 milliards à l'époque. 2 milliards à l'époque, donc c'est encore plus cher maintenant. 1 maintenant. milliard de développement. Mais c'est vrai que c'est vraiment des bijoux technologiques quand même, Patrick Sauce. Non, mais c'est vrai que c'est parce que c'est ce qui a aussi contribué à... Alors on parlera, on verra si on peut parler du succès de l'opération ou pas, mais quand même, sur cette opération, ces avions-là, ils peuvent être invisibles le jour grâce à un produit chimique qu'on met, c'est ça, à la sortie des réacteurs et qui supprime en fait les traînées de condensation. Il y a vraiment deux choses qui comptent, c'est, comme le disait l'amiral, c'est d'abord la furtivité et ensuite c'est l'autonomie. Parce que ce qui est incroyable aussi, c'est le fait de faire un petit aller-retour entre une base au beau milieu du Missouri et l'espace aérien iranien. 11 000 km. 11 000 km, vous avez deux pilotes qui sont à l'intérieur, qui sont très tranquillement, qui ont un vol immensissime à faire avec du ravitaillement, et ça aussi, ça c'est la force. Il y a quand même vraiment très peu d'armées qui peuvent le faire. C'est la seule. Il y a que les États-Unis qui ont le B2, mais de l'autonomie sur des milliers de kilomètres comme ça, à part l'armée américaine, l'armée de l'air française aussi, très peu d'armées peuvent se permettre ceci. Donc il y a cette autonomie, cette furtivité, et puis la masse fait que vous pouvez vous permettre, vous Américains, de lancer à peu près le même nombre d'avions comme des leurs. C'est-à-dire, n'oublions pas ce que les gens, les fanats d'aviation regardaient sur des sites comme Flight Radar, c'était ces avions qui partaient vers Guam en disant « Ah, ça y est, ça va venir par le Pacifique ». Pendant ce temps-là, les transpondeurs étaient éteints, donc étaient des vrais avions furtifs, et ils allaient bombarder l'Iran. Il est là aussi le tour de force. Est-ce que cette opération a été un succès? On va en parler dans un instant. En tout cas, les frappes se poursuivent. On va tout de suite aller retrouver Clémence Dibou, notre journaliste qui vient à l'instant de sortir de son abri. Il y a des frappes ce matin encore, Clémence, en Israël. Bah oui, il y a eu la sirène. Une dizaine de frappes de missiles iraniens, environ, alors on se parle 5 impacts qui auraient été repérés à travers le pays, pas de blessés pour l'instant. Pourquoi un bilan aussi léger en général? Parce que les habitants se précipitent dans les abris. Pour vous planter le décor là où on a passé cette alarme, en fait on est dans le sud de Tel Aviv, ce sont des habitations assez anciennes qui n'ont pas d'abri dans les immeubles. Et du coup, la municipalité a exceptionnellement ouvert, vu la menace, des abris qui sont normalement fermés sous les trottoirs. En fait, il y en a ici, il y en a de l'autre côté. Et à l'intérieur, il y a une salle qui est complètement verrouillée et les caméras ne passent pas, le réseau ne passe pas parce qu'il y a des murs très épais. On ne va pas pouvoir descendre sinon on va perdre le signal, mais ça se passe là-bas. Et je peux vous dire, quand il y a eu l'alarme tout à l'heure, toutes les personnes qui sont ici sur les trottoirs sont descendues assez rapidement pour passer l'alarme sous terre, en sécurité, bétonnée, parce que il y avait une alerte 10 minutes avant, un message d'alerte, et puis ensuite 90 secondes pour descendre dans les abris. Quand on a des enfants en bas âge, c'est parfois pas évident. C'est pour ça que très souvent, les personnes restent à côté. Il faut dire que tout tourne au ralenti en Israël. Il n'y a pas d'école, le télétravail est recommandé. La plupart des restaurants ou des magasins sont encore fermés parce qu'on s'attend à des nouvelles représailles, notamment parce que aussi, les États-Unis sont rentrés en jeu. Pourtant, cette nuit a été plutôt calme. Il y a eu une alerte à 3 heures du matin. Rien depuis cette alerte ce matin. Ça devrait continuer encore. On vous fera vivre ça sur BFM TV en direct, en restant les consignes près d'un abri s'il y a des alarmes. Merci beaucoup, Clémence Dibou, avec Tom Beck, Benjamin Pétrovert. On se pose la question ce matin, quelle sera la riposte de l'Iran après ces frappes américaines aux côtés d'Israël? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ce genre de frappe se multiplie ces prochaines heures? En tout cas, les Israéliens s'y attendent. Aujourd'hui, le pays est à l'arrêt, ce qui est quasiment le cas depuis une semaine. On parle de 4 impacts
dans les tirs qui ont eu lieu ce matin, notamment dans le nord du pays, également visiblement autour de la ville d'Ashdod. Vous savez, c'est une ville du sud du pays avec une forte communauté francophone. Pour l'instant, on ne parle d'aucun blessé, mais oui, vous avez raison, les Israéliens sont conditionnés désormais et sont partagés au fond entre deux sentiments. Il y a le sentiment d'un futur proche. Le futur proche, c'est la crainte de cette riposte iranienne. Et il faut rappeler que les images qu'on voit depuis une semaine et ce que vivent au quotidien les Israéliens depuis une semaine, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont vu depuis des années. Les missiles iraniens n'ont rien à voir avec les roquettes du Hamas qui, vous en souvenez, détruisaient un appartement, un étage. Là, ce sont des immeubles entiers qui risquent de s'effondrer à chaque tir. Et les Israéliens, j'ai beaucoup échangé avec certains d'entre eux hier, ont un peu une partie du moral à zéro parce qu'ils ne sont pas du tout habitués à ça. Le pays a été construit dans la guerre, chaque habitation possède un abri. Mais là, on voit bien que si on est 1 centimètre au bord de l'abri, on risque véritablement d'être mort. Et on rappelle que c'est un pays tout entier qui est touché. Hier, on a vu... Donc ils le vivent mal parce que jusque-là, ils se sentaient... la difficulté pour les personnes Jusque-là, ils se sentaient protégés par ce dôme de fer. Et ça, c'est plus tout à fait le cas avec cette guerre... Alors, votre question est intéressante parce que c'est vrai que jusqu'à présent, lorsqu'il y avait les alertes... C'est pas possible, je suis pas 25. à Tel Aviv, et je l'ai vu personnellement, parce que j'y étais pendant une dizaine d'années, j'ai vu là-bas des gens qui tranquillement allaient aux abris ou allaient simplement sous un escalier. Il fallait voir en les disant, bon, plages. de toute façon, dôme de fer nous protège. Une fois, j'étais à la plage pendant une alerte, j'ai vu des dizaines de personnes autour de moi sortir les téléphones, filmer la roquette et dôme de fer intercepter la roquette, et ensuite vous avez des milliers de personnes à la plage. Vous savez ce qu'ils faisaient? Ils applaudissaient. Voilà, parce que dôme de fer fonctionnait. Là, c'est plus du tout l'ambiance. Visiblement la même expérience. J'ai vécu la Coupe du Monde 2014, alors que je suivais vraiment les opérations israéliennes sur, déjà dans la bande de Gaza. C'était très dur. Et à Tel Aviv, vous aviez des gens qui regardaient dans un moment totalement surréaliste. Allemagne-Brésil, avec à chaque fois un but et dôme de fer qui interceptait. Et les gens, effectivement, pour vous donner une idée, c'était en 2014, vous aviez la plupart des touristes qui étaient dans les abris avec un verre d'alcool à la main et à attendre et à prendre des photos et à repartir. Il y avait aussi cette idée que de toute façon il y avait une dissuasion totale, cette dissuasion qui a volé en éclats le 7 octobre 2023. Il n'y a pas que une histoire de roquettes, il y avait cette idée qu'il y avait un petit écrin pour les Israéliens et que rien ne pouvait leur arriver. Donc évidemment, là il n'y a plus de photos, il n'y a plus de téléphone portable, les gens foncent vers les abris, voire ont passé la nuit dans les abris, parce qu'on rappelle que dans beaucoup d'appartements, l'abri est souvent la chambre des enfants. Pour éviter de réveiller les enfants pendant la nuit, l'abri est déjà leur chambre. Tout le monde se réfugie dans toute la chambre. La famille dort déjà dedans parce qu'ils s'attendaient à ce qu'il y ait peut-être une riposte dans la nuit. Et il faut savoir que toute la semaine écoulée, dans les supermarchés, les gens ont fait le plein de courses. Vous savez quel est le produit le plus consommé dans les supermarchés en ce moment en Israël? Le papier toilette. C'est ça qui est le... Voilà, c'est un révélateur. Oui, ça dit, les gens savent qu'ils vont être bloqués pendant un moment. Et on voit sur les réseaux sociaux les gens aussi faire des cours de cuisine. Parce qu'en fait, il faut aussi préparer pour les familles, pour les enfants, la nourriture. Donc, que cuisiner rapidement et pour tout le monde. Donc, il y a le futur proche, ce sentiment de crainte de la riposte. Après, il faut quand même aussi expliquer que dans la collectivité israélienne aujourd'hui, depuis 24 heures, il y a quand même l'autre sentiment, qui est le sentiment de la satisfaction. Parce qu'il faut rappeler de l'insatisfaction, de la satisfaction. Oui, parce que depuis 30 ans, le programme de Benjamin Netanyahou a toujours été le même, c'était de mettre en avant la menace iranienne. Et hier, on peut dire que les Américains l'ont aidé à faire la mission de sa vie, entre guillemets. Après, on peut critiquer, etc. Mais lui, de son point de vue, en tout cas, c'était la mission de sa vie, c'était mettre à bas la menace iranienne. Alors aujourd'hui, on ne sait pas si le nucléaire iranien est totalement réduit à néant. En tout cas, c'est certain qu'il est en tout cas réduit. Il a été endommagé. Ou qu'il est endommagé, ou qu'il est retardé. Pour bon nombre d'Israéliens, désormais, il y a comme un sentiment de sécurité à long terme qui va pouvoir être enfin rétabli après 30 ans où on les conditionnait année après année à l'idée qu'une guerre avec l'Iran serait inévitable. Vous dites que les Israéliens ont le moral dans les chaussettes, pour autant ils soutiennent encore ces opérations demandées par Netanyahou? Oui, globalement, la société israélienne, même si elle conteste en grande partie ce qui est en train de se dérouler à Gaza, pour ce qui est de la menace iranienne, nombreux sont les Israéliens qui soutiennent leur armée dans cette démarche, qui n'est pas la démarche de Netanyahou, mais d'un pays qui se considère comme menacé par une puissance. Il faut préciser, c'est pas par l'Iran, mais par le régime des Mollahs qui, depuis 30 ans, promet de rayer Israël de la carte. J'aimerais qu'on écoute l'ambassadeur iranien invité ce matin de nos confrères d'RTL. On l'écoute tout de suite. L'Iran n'est pas en guerre avec les États-Unis. Il y a une autre agression, cette fois-ci venue par les États-Unis.
le fait que les États-Unis viennent attaquer sans aucune autorisation ni mandat, c'est quelque chose qui ne peut pas être réparé aux yeux des Iraniens. La réponse des Iraniens est basée sur un droit indéniable, le droit à la défense. Quel moment, dans quelle mesure, dimension, ça dépend de la décision qui est en train d'être étudiée maintenant en Iran. Didier Idjadi, évidemment, tout le monde se demande quelle sera la